Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Alors, Kouma Afrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire un institut formé de deux autres instituts en un. Le premier institut qui compose Kouma Afrique a pour nom Institut africain des Bègues d'Abidjan, IABA. IABA. Le second, Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARPA. IARPA. Alors, définissant les fonctions de ces deux instituts, nous avons décidé, au point 2 des fonctions de IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole, que Kouma Afrique, n'est-ce pas, initierait l'étude de la production motrice de la parole. Or, la production motrice de la parole, qu'est-ce que c'est? Au jour d'aujourd'hui, les études, n'est-ce pas, n'ayant pas été encore effectuées, la production motrice de la parole se résout en quelques questions. En quoi l'homme parle? Qu'est-ce qui chez l'homme parle? Quels sont les organes humains qui participent à l'exécution de la parole? Quelles sont les relations, n'est-ce pas, qui existent entre, par exemple, l'appareil respiratoire que nous allons étudier tout de suite et la parole? Quelles sont les relations, n'est-ce pas, qui existent entre les leucocytes, n'est-ce pas, et la parole? Quelles sont les relations qui existent entre le larynx et la parole, etc. C'est donc dans ce cadre précis, n'est-ce pas, de la deuxième fonction de IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole, que nous, Dr Bamouri Koné, intervenons de ce pas sur le thème l'appareil respiratoire. Alors, l'appareil respiratoire, quelle est sa composition et à quoi sert-il? L'appareil respiratoire se compose de l'ensemble des organes qui assurent la régénération du sang circulant en oxygène. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'appareil respiratoire est l'ensemble des organes qui apportent de l'oxygène au sang qui circule dans notre organisme. Alors, les mouvements d'inspiration et d'expiration sont créés par le diaphragme qui, en s'abaissant vers l'abdomen, vers le bas, oblige les poumons à se dilater, c'est-à-dire à se gonfler. Et c'est ce qu'on appelle la respiration abdominale ou la respiration diaphragmatique. Cela étant, n'est-ce pas, nous dirons qu'un poumon pèse environ 1,250 kg. Rose chez les enfants, les poumons deviennent gris chez l'adulte parce qu'ils se chargent de poussière et de fumée. Alors, chacun de nous doit comprendre, et ça me paraît très important, que les mouvements respiratoires doivent être lents, calmes, progressifs, avec une légère pause à la fin de chaque temps. Alors, ces mouvements, les mouvements d'inspiration, sont automatiquement commandés par un centre qui est situé dans le bulbe rachidien, n'est-ce pas, derrière la nuque. N'est-ce pas? Et les impulsions, c'est-à-dire les ordres, n'est-ce pas, qui sont issus de ce centre-là pour déclencher, n'est-ce pas, l'inspiration, ces impulsions-là, n'est-ce pas, sont issues de ce centre, enfin, sont lancées par ce centre en fonction de la concentration du gaz carbonique dans notre sang, dans le sang circulant. Donc, si le gaz carbonique atteint un certain degré dans le sang, n'est-ce pas, alors
automatiquement, l'impulsion est donnée, n'est-ce pas, à l'inspiration. L'inspiration se déclenche. Alors, ces impulsions-là, ces ordres qu'on donne, n'est-ce pas, à l'inspiration, n'est-ce pas, peuvent être, ces impulsions donc peuvent être accélérées ou ralenties par des poisons qui sont absorbés, ce sont des barbituriques, ce sont des tranquillisants, ou bien par des poisons même qui sont créés par l'organisme lui-même qu'on appelle par exemple l'urée. Alors, ce qu'il faut se rappeler, parce que vous le savez déjà, c'est que ces propriétés sont utilisées en anesthésie-réanimation par l'emploi judicieux et prudent de certains poisons. Alors, la surface développée des alvéoles pulmonaires est de 100 à 140 mètres carrés. Nous devons savoir également que les alvéoles des trous par lesquels passe l'air dans notre organisme sont au nombre de 300 à 400 millions. Alors, si vous le voulez bien, nous allons aborder maintenant le processus proprement dit de la respiration. Alors, en clair, comment se passe la respiration en nous? Alors, l'appareil respiratoire comporte des voies aériennes supérieures, ce sont les narines, par lesquelles l'air atmosphérique, n'est-ce pas, pénètre. Alors, cet air, n'est-ce pas, atmosphérique, passe par le cavum. Le cavum, nous avons dit que le cavum et puis le pharynx, la différence, nous ne la voyons pas, c'est pratiquement la même chose. En fait, c'est le carrefour des orifices partant de la bouche, des oreilles et du nez. C'est le lieu où travaille l'otorhinolaryngologue, n'est-ce pas? Alors, donc cet air atmosphérique passe par le cavum et parvient au larynx. N'est-ce pas? Le larynx est presque, n'est-ce pas, à l'entrée de la trachée. La trachée, c'est où? C'est le passage de l'air. Rappelez-vous, le passage de la nourriture s'appelle l'œsophage. Et le passage de l'air s'appelle la trachée ou la glotte. N'est-ce pas? Donc cet air va, n'est-ce pas, va passer par le larynx pour traverser la glotte, pour atteindre les voies aériennes inférieures ou thoraciques, n'est-ce pas? Plus bas, n'est-ce pas? Et cela va se faire grâce à un conduit musculo-membraneux qu'on appelle la trachée. Et cette trachée va se diviser en deux branches, une pour chacun des poumons droit et gauche. Alors, cela étant, l'air atmosphérique inspiré va poursuivre son chemin dans les deux branches qui sont présentées à lui, n'est-ce pas? Et ces branches-là vont se subdiviser en petites branches. L'air va y aller. Puis en bronchioles, en branches plus petites qu'on appelle les bronchioles, évidemment l'air y va. Et ces bronchioles-là sont des ramifications de plus en plus tenues, c'est-à-dire de plus en plus de ramifications de bronchioles qui vont finir dans ce qu'on appelle le parenchyme pulmonaire. Alors, le parenchyme pulmonaire, n'est-ce pas, est un tissu cellulaire très lâche et très élastique, composé d'une infinité de minuscules cavités ou alvéoles où débouchent les ramifications bronchiques. Alors c'est là, dans cette paroi-là, que le gaz carbonique est échangé contre l'oxygène contenu dans l'air atmosphérique que nous avons inspiré. En clair, c'est là que se passent les échanges gazeux. Mais c'est là aussi que se fait sans doute une partie, n'est-ce pas, la digestion d'une partie des graisses. C'est là également que s'éliminent certains déchets de la nutrition, n'est-ce pas? Alors, l'échange gazeux se fait au rythme moyen de 16 mouvements respiratoires par seconde. Chez l'adulte, au repos. Il est beaucoup plus rapide chez le nourrisson et chez l'enfant. Il est accéléré par l'effort musculaire et par l'émotion. Mais il est ralenti lorsque l'on se concentre. Lorsque l'on constate l'attention, si vous voulez.
Alors, l'air atmosphérique nécessaire à toute vie animale et végétale, cet air que nous inspirons, n'est-ce pas, ne contient que environ 20% d'oxygène, n'est-ce pas? Alors, dans les échanges respiratoires, ce que nous appelons les échanges gazeux, cet air atmosphérique-là va abandonner un quart de cet oxygène-là, de 20% là, à l'organisme, et il va se charger aussi exactement de la même quantité de gaz carbonique, n'est-ce pas, qu'il va rejeter à l'extérieur. Alors, c'est donc un échange extrêmement pauvre, le quart de 20% d'air. Mais attention, cet échange-là permet de vivre plusieurs minutes sur l'air inspiré en cas d'arrêt volontaire, par exemple, de la respiration. Arrêt volontaire, ça veut dire quoi? C'est au niveau, par exemple, de la plongée. Quand nous plongeons, nous allons sous l'eau, volontairement, nous sommes obligés, nous sommes contraints d'arrêter notre respiration. Et selon chacun d'entre nous, cela peut aller jusqu'à une minute, un peu plus d'une minute ou deux même, n'est-ce pas? Alors, également, disons que même si cet échange est pauvre, n'est-ce pas, il est utile en cas d'accident, par exemple. Parce que, supposons que la gorge soit bloquée par un corps étranger, ou bien que nous ayons le spasme de la glotte, ou bien la strangulation, ou bien l'ensévelissement, n'est-ce pas? Alors, c'est cet air-là, ce quart, n'est-ce pas, de 20% d'oxygène, n'est-ce pas, échangé, qui nous fait survivre. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Lorsque survient un accident, l'on a très peu de chance pour supprimer l'obstacle. Il faut aller très vite. Ben, l'existence de cet oxygène résiduel a ouvert la possibilité de la réanimation dite bouche à bouche, que nous verrons, nous allons pratiquer ensemble, parce que comment l'Afrique pratique ça, n'est-ce pas, en son sein, à son cabinet. Alors, les échanges gazeux constituent ce qu'on appelle la respiration externe. Il existe aussi la respiration interne, qu'on appelle la respiration tissulaire. Alors, c'est cet aspect que nous allons aborder tout de suite. Alors, le sang qui est rechargé en oxygène après des échanges gazeux, ce sang, cet oxygène frais-là, va être relancé dans la grande circulation et distribuera partout cet oxygène. C'est ce qu'on appelle la respiration tissulaire. N'est-ce pas? Et c'est cette respiration tissulaire qui est à la base du métabolisme, c'est-à-dire de l'ensemble des transformations chimiques qui s'opèrent dans le corps et qui nous fait dire « Ah, tu as grossi, ah, tu as maigri ». C'est bien ça, c'est la respiration interne, la respiration tissulaire qui agit sur notre métabolisme. Alors, nous allons maintenant voir, n'est-ce pas, ces méthodes dont nous avons parlé, là, la méthode bouche à bouche et la méthode bouche à nez, n'est-ce pas, pour sauver éventuellement des vies. Ce n'est pas compliqué, retenez simplement, c'est tellement simple. Alors, quelles sont les méthodes de secours générées par les échanges gazeux? Eh bien, il y a le bouche à bouche. Dans le cas du bouche à bouche, n'est-ce pas, la victime étant étendue sur le sol, n'est-ce pas, le sauveteur agenouillé à son côté, lui, bascule la tête en arrière en plaçant une main sous la nuque, le pouce et l'index, n'est-ce pas, de l'autre main fermant les narines. Alors, le sauveteur applique sa bouche sur celle de la victime et insuffle de l'air. Alors, à un moment donné, il est épuisé d'insuffler, alors le sauveteur va relever la tête, reprendre son souffle et puis recommencer, n'est-ce pas, la même opération. C'est-à-dire insuffler l'air par la bouche de la victime. Voilà, c'est aussi simple le bouche à bouche. Le bouche à nez est autant simple. Alors, dans le cas du bouche à nez, alors, la victime est étendue sur le sol, la tête basculée en arrière, exactement comme dans le cas précédent. Le sauveteur place une main sous le menton et l'autre main
maintient la tête, n'est-ce pas, de l'accidenté en arrière. Alors, il applique sa bouche sur le nez de la victime et insuffle de l'air. Voilà. Ensuite, il expire et il recommence l'opération. Voilà, ça, ce sont, n'est-ce pas, les processus, les deux processus, n'est-ce pas, pour porter secours à quelqu'un qui a des problèmes respiratoires. Alors, parlons maintenant de quelques affections de l'appareil respiratoire. Alors, lorsque l'on a une difficulté à respirer, n'est-ce pas, cela s'appelle la dyspnée. Dyspnée, c'est un mot grec, n'est-ce pas? L'arrêt total de la respiration s'appelle apnée, l'apnée, apnée. Et la toux est une réaction de défense contre toute irritation de la muqueuse. La muqueuse, c'est ce qui couvre, n'est-ce pas, une cavité tapissant, soit le pharynx, n'est-ce pas, le larynx, la trachée et les bronches. Alors, l'asthme est la diminution du calibre des voies aériennes sous des excitations diverses. Parmi les agents provoquants courants, les agents qui provoquent, n'est-ce pas, l'asthme, il y a toutes sortes de poussières, dont le pollen. Le pollen, c'est cette poussière colorée que nous vient, n'est-ce pas, de la fécondation des fleurs. Alors, il y a également les plumes, les poils, n'est-ce pas? Il y a puis certains médicaments et certains aliments. Alors, la gêne respiratoire, dans le cas de l'asthme, est intermittente ou permanente. Et elle est toujours marquée, qu'elle soit intermittente ou permanente, elle est toujours marquée par la difficulté de l'expiration sifflante, pénible et angoissante. Si pareille crise, n'est-ce pas, se prolonge, c'est l'état de mal asthmatique qui entraîne un début d'asphyxie par insuffisance respiratoire et se complique parfois d'accidents dramatiques. N'est-ce pas? Alors, cela dit, n'est-ce pas, enfin, nous pouvons vous donner des conseils pour ce qui concerne la protection, comment se protéger des maladies respiratoires. En réalité, il n'y a pas de manière particulière de se protéger des maladies respiratoires. La protection ici se rattache à l'hygiène générale que nous pratiquons d'habitude. Par exemple, c'est la pratique des sports, n'est-ce pas? C'est l'éducation respiratoire si négligée et que nous, à Afrique, nous vous proposons l'éducation respiratoire, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi cette éducation respiratoire qu'il faut apprendre. Ça peut vous sauver la vie, n'est-ce pas? Alors, c'est ainsi que nous constatons, puisque l'éducation respiratoire n'est pas pratiquée par beaucoup de gens. Alors, il se trouve que c'est souvent un problème, une certaine difficulté à monter simplement des escaliers. Observez, vous verrez comment les gens éprouvent des problèmes de respiration à monter simplement des escaliers. C'est pourquoi vous devez chercher, n'est-ce pas, à vous intéresser à l'éducation respiratoire, c'est important. Ma Afrique vous attend. Alors, nous en avons fini pour ce qui concerne l'appareil respiratoire et nous voudrions vous remercier, n'est-ce pas, de nous avoir écoutés, n'est-ce pas, et de nous avoir prêté ce temps qui aurait été précieux pour vous ailleurs. Alors, avant de vous quitter, Dr Bamori Koné souhaiterait vous laisser, n'est-ce pas, vous donner son site pour quelque raison que ce soit. On ne sait jamais. Alors, notre site, c'est drbamori.petite tiré au milieu de petite monsite.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook en composant soit Bamori Koné, soit Kuma Afrique. Merci et que Dieu vous garde.